IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Un homme ce soir dans les studios de la radio, Charles Linck. Il est gynécologue, obstétricien, il est aussi chirurgien anatomiste, mais aussi membre titulaire depuis sa création dans les années 70 de l'association interuniversitaire de sexologie, l'AIUS, de l'association interhospitalo-universitaire de sexologie, de la Société française de sexologie clinique, du Collège national des gynécologues et obstétriciens français et de l'Association française de chirurgie. Il est auteur de EFATA, E2FATA, c'est-à-dire Ouvre-toi, c'est un livre dont on parlera un petit peu dans le cours de l'émission. Le thème de l'émission de ce soir, respect et dignité de la femme, pour quelles raisons la femme ne quitte pas l'homme. Charles Linck, je vous ai donné une longue liste. D'abord, bonsoir, et c'est vrai que cette longue liste, à la limite, avec tout ça, si je suis pas intelligent, c'est que je suis vraiment un imbécile, quoi. Ouais. Voilà. Enfin, vous êtes quand même titulaire de beaucoup de choses. Donc, on répète gynécologue, obstétricien, chirurgien, anatomiste. Voilà. C'est surtout ça qui est intéressant. On va parler de la femme ce soir, mais pas forcément de la femme. On va parler de l'homme aussi. Hein. De l'être humain. De l'être humain dans sa totalité. On va peut-être pas partir du commencement, hein, et peut-être de l'être humain in utero, c'est-à-dire de ce que j'ai compris un peu en lisant EFATA, qui est publié chez Edilivre, de cette culpabilité qu'aurait l'enfant, si j'ai bien compris, mais vous me reprendrez si j'ai pas tout à fait compris, de cette culpabilité qu'aurait l'enfant d'avoir fait souffrir sa mère pour quitter le ventre maternel. Voilà, alors là, c'est... Bon, moi, étant gynécologue obstétricien, j'ai été confronté à ces réalités tous les jours. Et c'est vrai que ce monde entre une mère et un enfant est quelque chose d'unique. Et par rapport à la culpabilité, je ne sais pas si c'est in utero que ça se passe, mais je pense que, j'espère qu'on y reviendra, c'est surtout lors de la séparation, de l'accouchement, entre la mère et l'enfant. C'est un traumatisme. Et Otto Rank, qui était un élève de Freud, a écrit un livre sur le traumatisme de la naissance et qui montre que c'est un véritable traumatisme psychique. On va pas parler d'anatomique aujourd'hui puisque c'est pas dans le sujet, mais on va parler de tout ce qui est psychique. Et ce traumatisme, c'est ce qui amène cette notion de sentiment de culpabilité de la personne. Et c'est là où il faut qu'on travaille pour pouvoir permettre à ces personnes de comprendre ce que j'ai appelé le contresens oedipien, qui est le fait que cette culpabilité, elle n'a pas lieu d'être. Et cette culpabilité qui induit un sentiment de non-valoir, il n'a pas de lieu d'être non plus. Et tout ce qu'il faut, le problème de ça, c'est comme c'est à la naissance, c'est inconscient, et qu'il faut arriver à accéder à ce moment pour expliquer et montrer que ces culpabilités qui sont à la base de tout, hein, le sentiment de culpabilité est à la base de la psychologie humaine. C'est ce que tout le monde sait. Voilà. Et ben cette culpabilité qui est reliée au traumatisme de la naissance, en fait, est une véritable erreur judiciaire, est en fait le jugement premier que l'homme et que l'on voit par rapport au jugement dernier à l'autre extrémité de la vie. Oui, donc si je comprends bien, on serait tous un peu coupables d'avoir fait du mal à sa mère en sortant de là, et on n'en aurait pas conscience, même si nos mères nous ont dit, étant enfant, oui, l'accouchement, j'ai accouché dans la douleur, ça a mis beaucoup de temps à sortir, etc. Donc l'enfant, quand il entend ça, finalement, il se sent un peu coupable d'avoir fait du mal à sa mère. Voilà. Alors, vous avez dit, on est tous un peu coupables. On se juge tous un peu coupables. Mais enfin, objectivement, on n'est pas coupable du fait d'être né. Et là, vous voyez la différence qu'il y a entre la réalité des choses. On n'est pas coupable du fait d'être né. Et le sentiment que l'on a de vivre cette naissance avec ce sentiment de se juger coupable. Alors, il y a aussi la notion du pardon, c'est-à-dire comme on est coupable, on va passer sa vie à essayer de se faire pardonner. Et il y a une relation avec le péché original. Eh ben, c'est là aussi EFATA, c'est pour ça, moi, j'ai écrit ce bouquin, c'est que toutes ces choses-là qui sont des données psychanalytiques, qui sont maintenant à la mode, qui depuis Freud ont été renouvelées, en fait, si on regarde la parole du Christ, et si on regarde avant le Christ dans la civilisation judaïque, Isaïe, les prophètes parlaient de cette chose-là et cette notion de pardon, avec cette idée d'un côté le jugement, et quand on juge, en général, c'est pas pour acuité,
Et d'un côté le jugement et de l'autre côté le pardon. Et le Christ a mis sur la croix, et ça c'est René Girard qui l'a expliqué dans son livre Le bouc émissaire, le Christ met sur la croix et est là pour dénoncer ce mécanisme du bouc émissaire où on juge quelqu'un coupable pour extérioriser cette culpabilité inconsciente que l'on a en soi depuis la naissance, mais qu'il n'y a pas lieu d'être. Et tout le problème, c'est de pouvoir expliquer cette culpabilité qu'elle n'a pas lieu d'être. Donc c'est une démarche de psychothérapie que j'appelais la maïothérapie et qui permet d'arriver à ça. Voilà. Alors on va parler inconscient, conscient et tout ça, parce que c'est important, parce que c'est inconscient, cette culpabilité est inconsciente. Donc pour pouvoir en parler, il faut parler de l'inconscient. Alors l'inconscient, qu'est-ce que c'est ? Je sais pas, c'est pas conscient. C'est pas conscient, oui. Si c'était conscient, ça ne serait pas inconscient. Il faut détourner le problème. Il faut contourner le problème. Nous parlons avec des mots. Et nous réfléchissons avec des mots. Je me dis, tiens, je passe à la radio, nanani, nanana, nanana. Mais un enfant qui ne sait pas encore parler, un nourrisson, un enfant dans le ventre de sa mère, il ne sait pas parler. Pourtant, son cerveau a commencé à fonctionner. Donc, tout ce que son cerveau donne comme fonctionnement n'a pas les mots pour pouvoir l'exprimer à la conscience. Et l'inconscient, c'est ce que l'on a vécu avant de savoir parler. Il s'est structuré. Donc, l'inconscient, c'est le conscient d'avant le verbe. Et le verbe est la lumière véritable qui illumine tout homme en venant au monde. Vous voyez ? Et tout ça, ça se rejoint, quoi. Oui, surtout que l'inconscient est double. Il y a l'inconscient. Alors, il y a un inconscient dont on a. Là aussi, vous savez, l'anatomie, c'est quelque chose ça n'a pas bougé beaucoup depuis des millénaires. Hein, on a tous deux bras, deux jambes. Et bien là, c'est Platon qui parle, qui dans son Phèdre, qui est un de ses dialogues, compare l'homme à un cocher qui dirige 2 chevaux. Alors le cocher, qu'est-ce que c'est ? Le cocher, c'est conscient. C'est le conscient. Et les 2 chevaux, c'est l'inconscient. Et la différence entre les 2 chevaux, c'est qu'il y a un cheval qui, on va l'appeler le cheval bête, parce qu'il est totalement inaccessible à la conscience. Et de l'autre côté, il y a un cheval intelligent qui est inconscient, mais qui est toujours accessible à la conscience. Et pour comprendre cette histoire, cette réalité, il faut comparer au corps humain. Vous avez dans le corps humain tout ce qui est conscient si je vous serre la main, bonjour, si je vous vois, j'ai conscience de tout ça. Mais il y a une autre partie du corps humain qui fonctionne de façon totalement inconsciente. Tout de suite, si vous avez le coude sur la table, vous ne réfléchissez pas au fait que vous avez le coude sur la table. Et si vous voulez l'enlever, vous l'enlevez sans avoir à réfléchir. Et tout ça, c'est la mécanique inconsciente. Et ça, c'est le cheval intelligent qui fonctionne. Et d'un autre côté, au point de vue du corps humain, vous avez toute la digestion, toute l'activité cardiaque, toute l'activité rénale. Donc tout ça, ça fonctionne dans une totale inconscience. Et on n'a pas vraiment la possibilité de travailler dessus, c'est-à-dire que... Et dans cet inconscient-là, on peut pas travailler dessus. Par contre, on peut travailler avec le cheval intelligent, parce que le cheval intelligent, c'est un sacré ami, c'est un sacré bon ami. Et le cheval intelligent, lui, avec le cheval bête, il s'arrange toujours si on arrive à tenir les rênes du cheval intelligent. Voilà, on a parlé de l'inconscient. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Le moi, le surmoi ? L'inconscient, là aussi, il y a la deuxième. Alors, l'inconscient, le conscient et le préconscient, c'est la première topique de Freud, parce que c'est quand même Freud qui a fait la psychanalyse. Et la deuxième topique, c'est le surmoi, le moi et le ça de Freud. Alors le surmoi, pour ça, il faut c'est le 8 intérieur. Vous prenez le chiffre 8, et c'est Lacan Jacques Lacan, qui était un médecin, comme Freud d'ailleurs, qui prend vous prenez le chiffre 8, et la boucle d'en haut, vous voyez, vous la faites passer dans la boucle inférieure. Donc vous avez une espèce d'ellipse, contenant une autre petite ellipse, et entre les deux, vous avez une zone de jonction. Eh bien, la partie périphérique, c'est le personnage, c'est ce que veut montrer aux autres, et on veut se montrer toujours le plus positif possible, c'est normal. On va rester sur Freud 2 secondes là, parce que vous dites que Freud, 1856-1939, alors qu'il était reçu aux USA, s'étonnait que les Américains ne se doutaient pas qu'il leur apportait le diable. Ah, oui, c'est ce qu'il a dit. Mais là, parce que Freud est quand même allé chercher cette culpabilité. Et c'était au début en 1900 et quelques, il a écrit une lettre pour vous dire les mentalités qui ont quand même évolué. Il disait
Figure-toi, à son ami William Place, il disait, figure-toi que je viens de prendre conscience, une chose qui m'a beaucoup troublé, c'est que j'avais des sentiments d'amour envers ma mère et d'hostilité envers mon père. Vous vous rendez compte ? C'était inimaginable au début de Freud de dire que j'aimais ma mère et que j'étais un petit peu en conflit avec mon père. Donc cette chose-là, donc il est allé voir cette culpabilité, il est allé chercher ces choses-là. Mais pour lui, il a trafiqué avec le diable, parce que la culpabilité, on reste dans une histoire de culpabilité inconsciente. Mais ça, c'est dans le vécu psychanalytique. Mais si cette culpabilité inconsciente, comme le dit son élève Otto Rank, lui, c'était pas un médecin, lui dit que c'est lié au traumatisme de la naissance, il est bien évident qu'on n'est pas coupable du fait du traumatisme de la naissance. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, parce que Freud parlait à ce moment-là de relations oedipiennes, relations d'amour envers la mère et d'hostilité envers le père. Ou de la fille vis-à-vis du... Et la fille, ça c'est le voilà. Mais ça, c'était la relation oedipienne. Mais c'est sous l'influence de Jung qu'il a parlé de complexe d'Oedipe. Voilà. Alors qu'un complexe, c'est complexe en termes médicaux, c'est l'inadéquation entre le réel et le vécu, quand la réalité est différente de l'idée qu'on s'en fait. On revient sur ce que vous disiez tout à l'heure, je vous ai repris cette phrase. D'abord, en prenant conscience que tout le monde sourit sitôt qu'il est devant ce qui est susceptible de figer son image, mais pleure souvent lorsqu'il se retrouve seul chez lui en rentrant du travail, lorsqu'il en a un. Il y a un grand décalage entre son image et ce qui est en lui. Pourquoi l'homme sourit sitôt qu'il est devant ce qui est susceptible de figer son image, mais pleure souvent lorsqu'il se retrouve seul chez lui? Parce que quand son image est en jeu, elle concerne les autres. Et c'est le regard des autres. Et les autres, on veut être toujours le plus agréable, le plus positif possible. Mais quand il est seul chez lui, il est avec un autre. Alors les autres, c'est avec un petit A, mais un autre, là, c'est le grand A. Et ça, c'est encore Lacan, le regard de l'autre. L'autre, c'est cet inconscient. Parce que comme il est inconscient, il ne lui appartient pas. Mais il est avec le regard de l'autre. Et s'il n'a pas résolu sa culpabilité inconsciente, l'autre est en train de le juger. Et l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Il faut peut-être... alors on regardait Caïn en regardant Caïn comme un coupable, mais peut-être qu'il disait, est-ce que Caïn n'est pas coupable d'un meurtre qu'il n'a peut-être pas commis? Alors vous parlez du bouc émissaire, il arrive où le bouc émissaire? Est-ce que l'autre est le bouc émissaire? L'autre est le bouc émissaire. Qu'est-ce que le bouc émissaire? La neige qui tombe est le bouc émissaire. N'importe quoi. Le moindre faux pas est le bouc émissaire. Mais surtout, soi-même peut être son propre bouc émissaire. Quand vous avez des gens qui ont des problèmes sexuels, c'est qu'ils ont fait de leur sexualité un bouc émissaire. Quand vous avez des gens qui ont des problèmes de maladies, certaines maladies sont des maladies psychosomatiques, c'est-à-dire qu'elles sont l'expression physique d'un bouc émissaire psychique. Et ce bouc émissaire, ça vient toujours de cette culpabilité inconsciente, parce que cette culpabilité inconsciente, quand elle est inconsciente, elle est là-dedans, c'est invivable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On cherche tout de suite à l'exprimer, à l'extérioriser sur un bouc émissaire. N'importe quoi. Et voilà. Et ces maladies psychosomatiques, vous avez l'ulcère de l'estomac, c'est une maladie psychosomatique, mais ça fait des vrais trous dans l'estomac, quoi. Alors pourquoi dites-vous que le mécanisme du bouc émissaire est à la base de toutes les civilisations, ainsi que le dévoile René Girard? C'est pas moi qui le dis, c'est René Girard qui le dit dans son livre éponyme, là, le bouc émissaire. Et ça veut donc dire que s'il est à la base de il le retrouve à la base de toutes les civilisations. Et s'il est à la base de toutes les civilisations, il est forcément à la base de tout être humain. Et quelle est la seule chose que tout être humain a vécu? Tout le monde est sorti du ventre de sa mère. Donc tout le monde a vécu in utero. L'homme est un Dieu tombé qui se souvient des saints. Borné dans sa nature infinie, dans ses voeux, l'homme est un Dieu tombé qui se souvient des saints. C'est Rimbaud, non? C'est Rimbaud ou Lamartine. Oui, Lamartine, oui. Voilà. Et donc tout homme a vécu cette chose-là, et tout homme s'est jugé coupable.
Mais cette culpabilité n'a pas lieu d'être. Et c'est là où on retrouve le Christ, où c'est souvent René Girard qui dit que le Christ a accepté le martyre de la croix pour dénoncer justement ce mécanisme du bouc émissaire. Parce que dans ce mécanisme du bouc émissaire, le bouc émissaire n'est pas coupable. Et s'il n'est pas coupable, la culpabilité revient inconsciente. Non, la culpabilité, il faut qu'elle sorte de l'inconscient. Parce qu'on n'est pas coupable du fait de sa naissance. Et cette culpabilité, elle se transmet ensuite, elle s'entretient par une relation avec la mère qui n'est peut-être pas aussi importante qu'elle devrait l'être. Vous voyez ? Oui, je vous posais la question si c'était plus difficile pour une femme de sortir de la culpabilité qu'un homme, puisqu'une femme va elle-même mettre au monde un enfant. Donc, ça serait peut-être plus facile d'arriver à en sortir. Là, c'est la question. D'abord, je suis un homme, Ouais. donc on ne peut pas voir les choses de l'intérieur, mais dans mon métier, j'ai quand même vu des choses faramineuses qui se passaient pendant l'accouchement, quoi. Une femme enceinte, c'est extraordinaire. Et je pense que cet aspect psychologique est trop souvent passé au second plan derrière une médecine que j'ai faite, de somatisation à l'extrême, mais tout ce qui est dans le vécu de la grossesse, la transparence psychique de la grossesse, c'est phénoménal, quoi. C'est phénoménal. Alors cette culpabilité, l'homme, l'avantage, c'est qu'il a un phallus psychique, quoi. La femme, voilà. Et le phallus psychique, ça permet d'être castré, tandis que la femme, elle peut pas être castrée. Ah oui, et puis il y a aussi cette façon de dire que l'homme, lui, dans sa sexualité, cherche à se reproduire. Il peut à tout moment se reproduire dès qu'il a... Ah oui, je vois tout à fait. Mais ça, c'est peut-être dans le film. Comprendre les choses, plus on va vers l'origine des choses, plus on s'approche de la vérité. Les trois pulsions de l'être humain, c'est la pulsion de conservation, c'est la nourriture, il faut manger, on ne peut pas vivre sans manger. La deuxième pulsion, c'est la pulsion de propagation, c'est le fait de se multiplier. Et la troisième pulsion, c'est la pulsion de spiritualisation, c'est le fait de toujours se poser des questions, alors que ça serait si simple si on ne s'en posait pas, mais c'est quand même intéressant de se les poser. Et dans cette fonction de reproduction, il y a une différence énorme entre l'homme et la femme, et qui là aussi n'est pas assez conscientisée, c'est que l'homme, chaque fois qu'il a des rapports, va avoir un orgasme. Donc il va jouir, donc il sera en potentialité de prolonger cette pulsion de propagation. Tandis que la femme, elle n'est fécondable dans son cycle menstruel, que pendant 24 heures. Donc ces rapports-là peuvent prolonger la pulsion de propagation, mais encore faut-il qu'elle ne prenne pas la pilule, ou qu'elle ne prenne pas le stérilet, ou qu'elle n'ait pas eu la ligature des trompes. Donc il y a une différence de vécu de sexualité entre l'homme et la femme qui est fondamentale, là aussi. Et actuellement... Et actuellement, avec le transhumanisme, on fait croire aux hommes qu'ils pourront allaiter et avoir des enfants. Le transhumanisme, le double désespoir du transhumanisme. Ils veulent croire que et le transhumanisme espère qu'un jour la vie sur Terre sera éternelle. Alors le premier désespoir, c'est que pour cette personne-là qui le croit aujourd'hui, c'est pas dans 50 ans ou 100 ans que ce problème sera résolu. Donc lui, il va être condamné. Parce qu'il pense ça, parce qu'il, lui, n'a pas la conviction que l'âme persiste après la mort. Voilà. Mais si, comme on peut le montrer, l'âme, il est évident que l'âme persiste après la mort, en voulant s'empêcher de mourir, c'est désespérant que de vouloir empêcher de faire ce qui se ferait naturellement, quoi. Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est... On va parler en deuxième partie de la noosphère. Oui. On va aborder le sujet du respect des de Teilhard de Chardin. Du respect des femmes. On va parler des NDE aussi. Et des NDE. Oui. Et entre-temps, on va faire juste un souffle musical. Seconde partie de C'est au-delà du miroir. Nous sommes toujours avec Charles Linck, c'est ça ? Et nous sommes en train de se
nous posons, enfin moi je me pose plein de questions. Je pense que lui a les réponses, tout du moins il en a quelques-unes. Alors la question que vous m'avez posée là, juste comment fait-on pour C'est par rapport à cette culpabilité dont on voit que c'est là qu'est le bas qui blesse. Comment on fait pour amener une personne qui se croit coupable inconsciemment, et puis comment on voit qu'une personne, les dénégations, vous savez. Ah, mais moi, je n'ai jamais fait ça, hein, c'est pas moi, mais personne ne l'accuse. C'est pas moi, ouais. C'est personne ne l'accuse. Ah, mais moi, je ne vous suis pas d'un truc, mais j'ai pas demandé de vous suivre. Vous voyez? Et alors, quand je fais mes entretiens, je pose des questions précises sur l'enfant. Et alors, à un moment donné, je demande à la personne, est-ce que vous aviez des relations affectives avec votre maman? Ensuite, la deuxième question, c'est est-ce qu'elle vous disait je t'aime? Et bien souvent, elle dit je ne me souviens pas. Oh, quelle aubaine. Et je me souviens pas. Et je dis mais vous l'aurez dit je t'aime, vous vous en seriez souvenu? Ah oui, sûrement. Je dis ben voilà madame. En disant je ne m'en souviens pas, vous manifestez d'une part qu'elle ne vous l'a pas dit, et d'autre part que c'est vous qui ne vous en souvenez pas, et pas elle qui ne vous l'a pas dit. Et donc, vous voyez comment cet inconscient agit dans les choses de tous les jours. Donc, par rapport à cette culpabilité inconsciente, cet enfant qui sort du ventre de sa mère, alors là, c'est une mécanique, hein, un petit peu, va se juger coupable. Pourquoi? Parce qu'il était dans une situation favorable et il se trouve dans une mauvaise situation. Donc, il est dans une situation de souffrance. On ne parle pas de physique, parce que physique aussi, c'est... Mais là, il est en situation de souffrance affective, de souffrance psychique. Et cet enfant, et les enfants obéissent à la loi du tout ou rien, va dire, si je souffre, c'est de la faute à qui? C'est la faute de ma mère ou ma faute à moi? Mais si c'est la faute de la mère, l'enfant ne peut pas être bon, puisqu'il vient de la mère qui est mauvaise. Donc, ce n'est pas de la faute de la mère, donc c'est ma faute à moi. C'est comme ça que naît ce sentiment de culpabilité. Mais inconsciemment. Donc inconscient. Tout est inconscient puisqu'il n'a pas les mots. Oui. Tout est inconscient. Donc, si moi je suis coupable, mais l'autre truc, c'est que en se jugeant coupable, il peut continuer d'aimer sa mère. Et d'une certaine façon, c'est par amour de la mère que l'enfant se juge coupable. Et cet enfant qui se juge coupable ne va pas développer ce qui le fait souffrir. Qu'est-ce qui le fait souffrir? C'est sa relation affective. Donc, cet enfant va bloquer son affectif. Par amour de la mère. Et puis, comme il a bloqué son affectif, il va grandir ensuite physiquement, il va grandir intellectuellement, mais affectivement, il va rester bloqué. Et il va se retrouver être adulte, mais avec un affectif d'enfant, par amour de la mère. Il va se retrouver être adulte, mais avec un cœur d'enfant, par amour de la mère. Oui, mais en même temps, on nous dit qu'il faut rester enfant. Oui, il faut rester enfant. Ça, c'est Mais, être adulte avec un organe d'enfant et qui voit s'être amputé de cet organe. J'aurais mon bras de nouveau-né, je ne pourrais pas écrire. Votre jambe de nouveau-né ne pourrait pas marcher. Et vous voyez que par amour de la mère, l'enfant s'ampute de son affectif. C'est par amour que l'enfant se mutile. Mais ça, c'est la preuve qu'il vaut. Et d'une part, on sait que l'enfant, il n'est pas coupable du traumatisme de la naissance. Et maintenant, on sait que le fait de se juger coupable et ne valant pas, c'est la preuve qu'il vaut. Et ça, c'est le contresens oedipien. Où le fait que l'enfant pense être coupable de tout et ne rien valoir est la preuve dans la réalité consciente qu'il n'est coupable de rien, qu'il vaut beaucoup. Et ça, c'est le cavalier qui doit s'approprier ça, ou la cavalière qui doit s'approprier ça, pour dire enfin à ce cheval bête, à ce cheval intelligent, que le cheval bête et le cheval intelligent, s'ils sont imparfaits comme toujours, mais ils sont comme ils sont et ils méritent, puisqu'ils en sont là aujourd'hui, et puisqu'on peut entendre ce soir, à ce moment, en cet instant, des choses qui correspondent plus à une réalité psychique qu'à un vécu. Et on retrouvait par rapport à Freud, qui parlait de l'enfer, mais l'enfer, c'est le vécu. C'est le vécu de ces histoires-là, si on n'arrive pas à reprendre les rênes de sa propre vie et diriger sa propre vie. Mais ça, c'est le cocher qui le fait, qui conduit ses chevaux. Et pour ça, il faut laisser son père, sa mère. Vous disiez que Jésus n'était pas venu amener la paix mais le glaive. Il faut séparer l'enfant. Allez-y, il faut séparer. Pas moi, alors, on y va. C'est pas moi, donc je vais pas... Dans Matthieu, là, il dit ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur terre, je suis venu apporter le glaive. Alors, c'est quand même un peu du rail. Hein. Mais
il dit tout de suite après, je séparerai le père de son fils, le fils de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. Et là, il dit, je séparerai, séparer, ça veut dire sécarer, couper, sexuel. Je séparerai de l'enfant de l'adulte. Et le problème, c'est que l'enfant, quand on a bloqué son affectif, on se retrouve être adulte, mais on a un affectif d'enfant. Voilà. Et Jésus dit, il faut séparer cet affectif d'enfant qui attend, qui obéit à la loi du tout ou rien, qui veut croire le partenaire unique, vers un affectif d'adulte qui donne, qui obéit à la loi du compromis et qui sait que le partenaire est d'opportunité. Vous voyez ? On a dit qu'on parlerait de la noosphère, donc de Teilhard de Chardin, et de cette lumière qui ne passe pas par la partie physique du corps qui est habilité à voir, l'œil, et pour cause, puisque c'est le monde de l'esprit, cette lumière que ceux qui ont une NDE voient, que moi j'appelle clarté plutôt que lumière, mais ça c'est une autre histoire. Donc qu'est-ce qu'il avait, Teilhard de Chardin, sur les NDE ? Ah, je sais pas, Teilhard de Chardin, moi je l'avais lu quand j'ai commencé mes études, donc j'ai pas, et puis voilà, mais Teilhard de Chardin, là, ce qui reste, c'est l'alpha et l'oméga, et la deuxième chose, c'est la noosphère. Alors la noosphère, c'est le monde de... Vous savez, il y a l'atmosphère, c'est l'air, la biosphère, c'est le monde de la vie, la lithosphère, c'est le monde du minéral, et la noosphère, c'est le monde de l'esprit. Voilà. Et dans ce monde de l'esprit, vous avez vu qu'il y avait le conscient, le préconscient et l'inconscient. Eh bien, l'évolution, un gosse qui naît, il est totalement inconscient. Ensuite, il développe son préconscient, et en fait, il développe son conscient. Et enfin, la dernière étape, c'est l'étape de la surconscience, où c'est Jung qui dit le moi devient le soi, c'est-à-dire lorsqu'on fait sa puberté psychique, quoi. C'est un peu compliqué, hein. Mais il y a ces 4 étages. Et dans cette surconscience, c'est ce qu'il y a au-dessus de la conscience, eh ben, c'est le monde de l'esprit. Il y a le monde de la matière et le monde de l'esprit. Il y a le monde des formes et le monde au-delà du royaume des formes. Voilà. Et dans ce monde de l'esprit, on est dans le surconscient, c'est une forme de sagesse. Vous voyez ? Et ben, dans ce monde de l'esprit, il y a les NDE, les Near Death Experience que vivent les gens, et c'est le surconscient, mais là aussi, comme l'inconscient est préconscient et inconscient, c'est-à-dire inconscient mais accessible à la conscience, et pour le surconscient, il y a le surconscient qui est surconscient, inaccessible à la conscience, et le subconscient qui est le surconscient accessible à la conscience, parce que les gens qui ont fait des NDE, ils sont montés, ils ont été accessibles. Un mystique, il sort de soi pour arriver dans cette noosphère. Vous voyez ? Et à ce moment-là, on retrouve la même schématisation de la structure psychique, l'inconscient, préconscient, conscient, subconscient, surconscient. Et le subconscient, c'est la noosphère de Teilhard de Chardin, et au-delà, c'est le surconscient, c'est le Deus sive natura de Spinoza. Alors, quant aux NDE, elles ne peuvent être que la réalité de la persistance de l'âme que le corps rendre l'âme au moment de la mort. La mort, c'est d'ailleurs cette réalité qui obsède comme l'homme depuis qu'il pense. C'est vrai que la mort, ça nous obsède pas mal. Ah, la mort, c'est l'échec, là. Actuellement, c'est l'échec. J'ai entendu un médecin qui disait « on va tuer la mort ». Ah non, moi, je veux pas qu'on... Non, voilà. La mort. L'homme a 2 aspects inextricablement liés. C'est son corps et son esprit. Voilà. Et ça, c'est Spinoza qui dit que Dieu est une substance unique, dotée d'une infinité d'attributs dont l'homme ne peut se percevoir que 2, l'attribut de la pensée et l'attribut de l'étendue. Donc l'esprit et la matière. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas l'esprit, qui n'est pas la matière, c'est l'homme. Et l'eau, c'est le liquide. L'eau, c'est l'eau. Mais l'eau, c'est l'hydrogène et l'oxygène. C'est H2O. Voilà. Et alors, quand il y a l'électrolyse de l'eau, l'hydrogène se sépare et l'oxygène se sépare. Et bien l'homme, c'est un petit peu pareil. Au moment de la mort, le corps se sépare et l'âme se sépare. Alors, quelle est l'éternité de cette chose-là ? C'est que le corps
est constitué de molécules et d'atomes qui sont sur la Terre depuis que la Terre est Terre et sûrement même avant. Donc, il y a au point de vue de l'unité du corps, il se décompose en éléments qui, eux, participent de l'éternité. Et pourquoi l'âme? L'âme, qu'est-ce qu'elle va faire? Il faut bien qu'elle participe. Parce que si vous dites que l'âme, elle disparaît, mais c'est totalement illogique. C'est comme si vous dites l'eau, eh ben, quand ça fait l'électrolyse, ça fait de l'hydrogène, mais l'oxygène, il n'y a pas d'oxygène. Ou l'inverse, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est des réalités psychiques. Et quand vous avez des personnes, des plusieurs centaines de milliers de personnes qui vous racontent qu'elles ont vécu ça, et de façon mordicus que c'est des réalités, il faudra bien se demander un jour, pas se demander un jour, mais il faut bien accepter que la mort n'est pas un échec, mais que la mort est un passage, une forme d'initiation à la réalité de l'être. Alors, on va peut-être parler des femmes, là, puisqu'on est dans ce sujet. Pourquoi vous avez voulu aborder l'émission sur ce sujet-là? La femme, plus particulièrement, le respect des femmes, et pourquoi la femme quitte l'homme, ou pourquoi la femme ne quitte pas l'homme? La femme, d'abord, c'est ce que je connais pas. D'abord, je viens d'une femme, ma mère, voilà. La femme, ça peut être la meilleure et la pire des choses, mais c'est souvent la meilleure des choses. Et ce qu'accepte une femme, un homme n'accepterait pas le 10e de ce qu'accepte une femme. Il y avait l'accouchement avant la péridurale, c'est une blague, hein, il y avait une race où c'était les hommes qui accouchaient. Et bien, elle s'est éteinte en une génération parce que ça faisait trop mal, quoi. Voilà. Ensuite, il y a ce vécu de la femme qui vit un être en elle qui n'est pas elle, qui est elle, qui doit ensuite se séparer de cet être au bout de 9 mois, parce que c'est la vie, et donc le syndrome du ventre vide, il faut l'avoir vu pour le voir que c'est quand même, ce n'est pas rien. Et après, encore une chose, c'est que cet être qui est grand et dont elle s'est séparée physiquement, il faut qu'elle arrive qu'elle arrive à couper ce cordon psychique ombilical pour que cet être devienne un être humain plein et entier qui, au lieu de rester enfant par rapport à la relation à sa mère, deviendra un adulte qui s'occupera à faire des enfants. Vous voyez ? Et moi, je trouve que c'est... Alors maintenant, ça change parce qu'avec le féminisme, ça fait beaucoup de progrès. Donc, bon, s'il y a des excès dans le féminisme, quand même, ces choses-là, par rapport à cette réalité de l'égalité de la femme, c'est un bien énorme, quoi. C'est un bien énorme. Vous vous rendez compte que maintenant, on trouve que c'est pas normal qu'une femme gagne moins d'argent qu'un homme. Alors qu'avant, ben, c'était tout à fait normal. Hein. Mm. Maintenant, la réserve aussi, et on va retrouver justement cette notion de liberté de la femme. La femme est libre, oui, mais il faut qu'elle la conquiert, sa liberté. Comme l'homme, il faut qu'il la conquiert. Mais une liberté par rapport à quoi? C'est une liberté par rapport à son histoire inconsciente de culpabilité et de non-valoir. Et non pas une liberté par rapport à un partenaire qui serait la personne dont il faut se libérer, en faisant du partenaire, bien sûr, le bouc émissaire. Mais comme cette situation est une situation qui est douloureuse, mais c'est normal, puisque ça ramène à la propre culpabilité de la personne, qui fait de cette situation une forme de bouc émissaire de sa propre culpabilité lorsqu'elle n'est pas résolue. Oui, c'est tout un système, vous voyez, de choses. Et toutes ces choses-là ne peuvent pas être dites parce que la femme, c'est intériorisé. Et comme c'est intériorisé, ça ne peut pas être extérieur. Hein, voilà. Et l'homme qui est extérieur, mais ces choses-là, si vous n'êtes pas gynéco, vous passez à côté les doigts dans le nez. Hein. Les doigts dans le nez. Et je pense que les jeunes, de savoir, hommes et jeunes filles ou jeunes hommes confondus, de comprendre les réalités de ces choses-là, ne peut qu'être utile à tout le monde. Et par rapport au cocher et au cheval intelligent et au cheval bête, alors tout ça, c'est bien platonique, mais on va mettre un peu de viscosité dans cette platonicisme. C'est que l'homme, c'est un cavalier. Alors, quand c'est un homme, vous comprenez bien qu'un cheval est un cheval bête et un cheval intelligent. Mais quand c'est une femme, alors c'est une femme, alors c'est la cochère. Alors c'est plus le cheval, c'est la jument. Ah, et là, vous donnez à la femme une jument bête et une jument intelligente.
Et la femme, elle est plus toujours à se poser les questions. Ah, mais moi, ce que j'ai dit, elle sait qu'elle a une jument intelligente et une jument bête. Et on la voit, ces juments, vous savez, une femme qui accouche et tout ça, c'est pas rien, c'est tout. Elle donne tout. Et qu'un jeune homme voit une jeune femme avec une cochère, avec une cavalière et 2 juments, et que la femme, elle voit le jeune homme en étant, elle, cavalière et jument et cochère et tout ça, la relation, c'est une relation de respect mutuel. Parce que si le respect des hommes va de soi, ou devrait aller de soi, maintenant ça change aussi, grâce justement à ces mouvements d'émancipation, même s'ils sont parfois un peu excessifs, mais il y a toujours des... le respect de la femme relève de la même démarche de respect de l'homme. Voilà. Et j'ai fait un deuxième truc, où respecter, c'est une chose, c'est aimer. Il faut déjà se respecter soi-même. Et voilà. Et là, quand vous dites, vous voyez dans la Bible, le premier commandement, c'est « Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme et ton prochain comme toi-même ». Et si tu t'aimes pas, tu peux pas aimer l'autre. Et voilà. Ça, c'est dans Ephata. Et voilà. Ephata, c'est un livre à lire pour ceux qui s'intéressent vraiment aux écrits bibliques. Parce que finalement, c'est aussi vous avez pris plein de textes bibliques, de versets en fonction de la psyché telle qu'elle est maintenant. Oui. Non, c'est une aventure, hein, parce que là, depuis que je suis à la retraite, j'ai le temps de lire, parce que c'est des choses qu'on ne peut pas lire. Il faut pouvoir rester 2-3 heures dessus pour arriver à en tirer quelque chose, quoi. Mais quand vous voyez ces choses-là qui sont dites ah oui, et par rapport à ça, alors là aussi, vous voyez, si vous arrivez à cette noosphère SCNDE, vous voyez qu'on arrive à comprendre que Jésus avait forcément raison de vivre ces choses-là. Oui, mais vivre ces choses-là, dans l'Église, il faut croire plutôt que savoir, vous voyez. Et une personne qui avait fait une NDE, je lui disais, mais alors tu es obligé de croire en Dieu si tu as fait ça. Il me dit, non, je sais pas. Non, je crois pas, je sais. Oui, c'est ça. Je sais. Et ça, qu'est-ce qu'il vaut mieux savoir? Que l'équipe de France est championne du monde de football, ou de croire qu'elle est championne du monde de football? Et ce savoir-là, savoir de l'esprit, le savoir philosophique, ça intéresse le cavalier. Vous voyez? Mais si vous avez le savoir philosophique, l'autre savoir, le savoir de croyance, ça n'intéresse pas le cavalier, ça intéresse le cheval intelligent. Et pourquoi, si vous avez le cavalier qui comprend, le cheval intelligent, il ne pourrait pas aimer Dieu ou Jésus comme un enfant, comme un adolescent, puisque le cheval intelligent, c'est nous quand on était adolescent. Et on a tous cette part d'adolescence en nous, et qu'il faut savoir préserver, et qu'il faut savoir protéger. Et si on a la chance, qu'il faut savoir partager. Allez, on réfléchit. IDFM 98 de la bande FM. Dernière partie de cet Au-delà du miroir, accrochez-vous, avec Charles Lynck. Et on est parti sur Lacrimosa. Sur le Lacrimosa. Ouais, alors, ils viennent de... Alors, c'est quelle merveille. Ouais. D'abord, c'est un morceau fantastique qui a une charge émotionnelle énorme. Et il faut savoir que ce morceau a été écrit par Mozart sur son lit de mort. Et quand on voit cette pulsation, pam, 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 vous voyez, c'est bon, la pulsatilité. Et puis ça monte, au début, vous avez les aigus qui montent, et après, vous avez les basses qui redescendent, et ça se termine par Amen. Et là, il est passé dans la noosphère. C'est inimaginable. Ça fait pleurer, moi je sais qu'à chaque fois que j'écoute ça, c'est les larmes, Lacrimosa, ça veut dire larmes. C'est énorme. Et justement, c'est l'art et le génie de ces choses-là, c'est que c'est des gens qui sont dans la noosphère depuis, qui dans leur expression artistique pataugent. Ils sont peut-être jamais redescendus. Ils sont jamais redescendus. Alors, on va revenir sur l'inconscient, parce que accéder à l'inconscient peut être dangereux. Cela explique la difficulté de mettre à jour ces mécanismes. Mais la peur, toujours la peur, n'est-elle pas plus que le danger, le véritable obstacle? Comment comprendre la peur? La peur. Alors, tu vas faire ça et dire, mais je sais pas.
Pourquoi vous ne savez pas? Alors, quand vous dites je ne sais pas, vous manifestez d'une part l'envie de faire cette chose et d'autre part la crainte de ne pas y arriver. Donc déjà, vous voyez l'ambivalence et comment ça se manifeste. La crainte de vous y arriver, mais je ne sais pas, mais j'ai peur. Ah, et là, on arrive sur le propre de l'immaturité affective. Et là, alors, c'est facile à dire quand on parle de ça. À expliquer, c'est un peu plus difficile, mais à se l'approprier dans sa vie de tous les jours, c'est encore plus difficile. On est là pour... voilà. Alors, la peur, c'est quoi? La peur, c'est une émotion. Et les émotions, elles viennent du cœur. Or, et le courage... Qu'est-ce qui vient après la peur? C'est le courage. Et voilà. Et le courage, c'est pas une émotion, c'est une volonté. Et la volonté, ça vient de la tête. Donc l'enfant a naturellement peur avant de devenir courageux. Il n'y a que l'enfant qui pense qu'il y a le monde des peureux et le monde des courageux, parce que le courageux, c'est un peureux qui un jour a décidé de ne plus avoir peur. Mais quand on décide ces choses-là, ça veut dire qu'on prend sa vie en main. Et quand on prend sa vie en main, c'est conduire les deux cochers, l'adulte qui est le cocher, le cheval intelligent ou la jument intelligente qui est le gentil garçon ou la gentille fille qui est totalement ouverte à la... Je ne sais pas si on a parlé des 3 épisodes d'ouverture de la sexualité psychique. Et le cheval, et ensuite le cheval bête qui est celui qui fait que des bêtises, quoi. On n'a pas parlé des 3 épisodes de la aussi. Sexualité psychique, pas la sexualité... Oui, alors sexualité, vous avez vu, sécaré, je séparerai. Sexuel, ça veut dire sécaré. Ça vient de sécaré, séparer. Et quand on parle de sexualité psychique, ça n'a rien de génital. La sexualité psychique, c'est la séparation entre l'enfant et l'adulte, le milieu extérieur, le milieu intérieur, le conscient, l'inconscient et tout ça. Et dans la vie, il y a 3 périodes de transparence de cette sexualité psychique. Celle par laquelle j'ai abordé ce monde c'est fantastique, c'est la transparence psychique de la grossesse. C'est-à-dire que le bébé étant dans le ventre de la mère, quand il grossit, il va dilater cette zone d'échange et la femme devient de plus en plus transparente. Alors ce sont des moments qui peuvent être merveilleux s'ils sont accompagnés, mais qui peuvent être aussi très anxiogènes, tout ça. Donc ça, c'est le premier moment. Le deuxième moment, c'est les instants pré-mortem, c'est-à-dire quand on va commencer à arriver dans cette noosphère où les personnes qui... Bon, j'ai été amené à accompagner des mourants, bon, ces choses-là. Et bien, quand vous êtes à côté de ces gens-là n'ont besoin que d'une chose, c'est de pas d'intelligence, c'est de pas de ce que vous voulez, c'est de sentir une présence bienfaisante et une présence qui manifeste l'amour vis-à-vis de ces êtres-là. Voilà, ça c'est le deuxième moment. Et ça, il vaut mieux qu'on le fasse le plus tard possible. Et le troisième moment, c'est le moment de l'adolescence. Ou au sortir de l'enfance, l'enfant s'éclot et s'ouvre totalement au monde. Je l'aurais mis en 2e plutôt qu'en 3e. Oui, pourquoi vous le mettez en 3e? Parce que je veux garder le meilleur pour la fin. Elle est bonne celle-là. Alors, depuis que Dieu est mort, selon Nietzsche et les athées laïcs, et peut-être à un degré moindre certains scientifiques, la sexualité psychique de l'humanité peut être comprise comme étant fermée. Ah, alors là... la sexualité psychique de l'humanité, c'est cette limite. Alors, un organisme... Alors, vous savez, le 8 intérieur, ça se traduit aussi par... ça représente un organisme vivant. Tout organisme vivant est constitué d'une partie périphérique en rapport avec le milieu extérieur à cet organisme vivant, d'une partie interne qui est propre à cet organisme vivant, et en fait d'une troisième partie, une limite entre l'extérieur et l'intérieur de cet organisme vivant, c'est la sexualité. Voilà. Et ça, c'est le surmoi. On avait parlé, le surmoi, c'est le périphérique. Le moi, c'est le central. Et le ça de Freud, c'est la sexualité psychique. Donc, vous voyez, on est là au niveau de l'être humain. Mais si
un organisme vivant, tout organisme on peut voir beaucoup d'organismes vivants. Le corps est un organisme vivant. On peut voir les orifices d'entrée, de sortie, la peau, les organes internes. Votre maison de radio est un organisme vivant. Moi, je suis à l'intérieur, je vois des choses que de l'extérieur, on ne peut pas voir. Et vous faites parler les choses, vous proposez des... Voilà. Et c'est vous qui contrôlez les entrées et les sorties de tout ça. Voilà. Et on peut comparer aussi l'humanité à un organisme vivant. Et alors pourquoi sa sexualité psychique est comprise comme étant fermée? Fermée. Alors, si l'humanité est un organisme vivant, il faut lui reconnaître un milieu intérieur, c'est l'humanité. Un milieu, une partie périphérique, une partie extérieure en contact avec la périphérie. Ça veut donc, et une zone d'échange entre l'humanité et le monde extérieur. Mais quand on a vu tout à l'heure que la partie périphérique, c'était le Deus sive natura, c'était Dieu, et bien cette zone d'échange, c'est cette zone d'échange. Et cette zone d'échange, elle correspond, enfin moi je pense, là c'est, vous savez, quand on a les images les icônes, là vous avez les images des saints, du Christ, avec les auréoles. Avec autour l'auréole, et bien c'est l'auréole. Alors la circonférence, c'est le champ le champ des connaissances humaines qui est forcément limité. Au-delà, vous avez le Deus sive natura. Et pourquoi c'est compromis? Pourquoi elle serait compromise maintenant, en ce moment? Parce que le but de cette fente, c'est de s'ouvrir et de se fermer. Alors, elle s'ouvre volontairement ou involontairement chez l'être humain, mais bon, quand vous êtes avec quelqu'un de sympa, vous l'ouvrez plus facilement que vous la laissez s'ouvrir quand vous êtes avec quelqu'un qui vous gonfle, quoi. Voilà. Ou alors, elle fonctionne de façon inconsciente. Quand vous inspirez, vous expirez de façon inconsciente, mais ça se fait comme ça, quoi. Voilà. Donc il y a une fonction de pulsatilité. La pulsatilité au rythme de l'inconscient, c'est encore de Lacan, ça. Vous voyez ? Et donc l'humanité, si elle a une sexualité psychique qui correspond à l'auréole des saints, elle s'ouvre et elle se ferme. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a les rois. Alors le roi, il a fait ça pour plaire à Dieu. Et après, son fils, il a fait ça pour déplaire à Dieu. Et après, son fils, il a fait ça pour plaire à Dieu. Et cette alternance, c'est une forme de là. Et je pense que, vu l'âge de l'humanité, on est en train de finir cette période de l'humanité qui ne s'est occupée que de la science, c'est-à-dire que de la matérialité, que de la matérialité, mais de toute la matérialité, parce que ça a quand même permis de faire des progrès fantastiques, mais peut-être en négligeant l'aspect spiritualité de l'être humain, et pour ceux qui veulent espérer dans le transhumanisme, croire que cette spiritualité n'existe pas. Pourtant, elle existe bel et bien, et voilà. Et elle est fermée parce que, mais elle ne va pas tarder à s'ouvrir, hein, vous inquiétez pas. Enfin, moi je ne m'inquiète pas. Alors la femme dans tout ça, ouvre-toi, est-ce que finalement la femme est toujours dans l'ouverture? Enfin, Ephata et la femme. Ephata qui veut dire ouvre-toi. Et la femme de cette émission avec le respect de la femme. Ephata, ouvre-toi. C'est vrai que la femme s'ouvre beaucoup plus que l'homme en accouchant. Ben oui, par nature. Hein. Ouais. Par nature. Hein. Mais là aussi, si elle fait de sa sexualité psychique le bouc émissaire, qu'est-ce qui va se passer? Quand on ne vit que par le personnage, on ne vit que par le regard des autres. Et quand on n'a pas résolu sa culpabilité inconsciente, on pense que la personne vaut moins que le personnage. Donc, quand la sexualité psychique veut s'ouvrir, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se dit, on va voir que la personne vaut moins que le personnage. Donc, je vais fermer ma sexualité psychique. Mais si je ferme ma sexualité psychique, c'est comme si je m'arrêtais de respirer, je vais mourir. Donc, il faut que je l'ouvre. Alors, comment elle fait bien souvent la femme, et c'est ça qui est fantastique, c'est qu'elle a fait fonctionner à l'envers. C'est-à-dire que quand elle voudrait s'ouvrir, elle se ferme, et quand elle voudrait se fermer, elle s'ouvre. Ce qui fait qu'en s'ouvrant et en se fermant, elle fonctionne, donc la femme vit, mais en fonctionnant à l'envers, la femme extériorise sa culpabilité psychique inconsciente sur le fonctionnement inversé de sa sexualité psychique. C'est facile à comprendre, non?
Oui, à condition de réécouter cette émission. Alors, en conclusion, vous dites que le fait que l'enfant pense dans son vécu inconscient être coupable de tout et ne rien valoir est la preuve dans la réalité consciente qu'il n'est coupable de rien et qu'il vaut beaucoup. C'est important, c'est-à-dire il faut surtout, pour ceux qui écoutent, arrêter de se sentir coupable. Oh, il faut faire la paix avec son histoire. Il faut faire la paix avec soi-même. Et là, il y a une différence, vous savez, entre l'enfant et l'adulte. Où le complexe d'Oedipe, c'est quand on est un adulte avec un affectif d'enfant, où l'enfant aime ses parents, aime sans savoir aimer. Et pour lui, savoir aimer, c'est le contraire d'aimer. Explication, on ne peut pas savoir faire quelque chose si on n'a pas appris à faire cette chose. Or, moi, j'aime ma mère, s'il faut que j'apprenne de l'aimer, c'est que je ne l'aime pas, puisqu'il faut que j'apprenne. Donc, l'enfant aime sa mère, et pour lui, savoir l'aimer, c'est le contraire d'aimer. L'adulte, c'est l'inverse. Un adulte qui aime sans savoir aimer, c'est ça le contraire d'aimer. Explication. Quand on ne sait pas jouer du piano, on joue mal. Quand on ne sait pas travailler, on travaille mal. Et quand on ne sait pas aimer, on aime mal. Et l'enfant va dire, maman ou papa, s'il m'aime mal, ce n'est pas qu'il ne sache pas, mais c'est parce que je ne mérite pas qu'il m'aime bien. Et ça entretient la culpabilité inconsciente du traumatisme de la naissance dans le non-savoir aimer des parents. Mais si les parents, ils n'ont pas su aimer, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est parce qu'on leur a pas appris. Et si on leur a pas appris, c'est que leurs parents ne savaient pas. Et si les parents ne savaient pas, c'est qu'on leur a pas appris. Ouais, mais peut-être qu'on va pouvoir changer les choses. Voilà. Ça serait bien. En tous les cas, il y a ce livre Effata, E2FATA, qui est publié chez Edilivre. Edilivre, oui. Il n'y a pas d'autres livres de vous? Il y a aimer, c'est respecter, et respecter, c'est aimer. C'est plus de 900 patientes que j'ai interrogées, examinées, avec leur accord bien sûr, sur leur sexualité, leur organisation psychique et leur souffrance psychique. Et aussi des patientes qui étaient strictement normales, mais il y a une anatomie bonne. Je me leur demandais, puisque je me permettais, on était dans l'intimité de la relation et du secret professionnel, c'est accepter de répondre à des questions sur la sexualité. Et ça permet de voir que la sexualité anatomique d'une femme est tout à fait comparable à la sexualité anatomique d'un homme. Avec la seule différence, donc, avec la seule différence, c'est que l'homme aime pénétrer et que la femme aime être pénétrée. Mais c'est la même chose. Voilà. C'est retrouver sa complémentarité. Parce qu'au départ, il paraît qu'on n'était qu'un, qu'on nous a coupé en deux, mais c'est l'androgyne de Platon. Voilà, c'est le livre dans lequel, et qui se retrouve dans un moment de la vie. On a besoin d'être deux pour ne faire qu'un. On n'est qu'une moitié. On a besoin d'être deux pour ne faire qu'un. Voilà. Alors, ce que j'ai oublié, c'est de mettre la musique de fin. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer l'émission en une petite minute ? C'est un psaume que l'on chante. Alors, je ne sais pas si je vais vous le chanter, mais si je prophétisais et connaissais tous les mystères, si je n'ai pas l'amour, je suis un tambour qui résonne, une cymbale qui retentit. Merci beaucoup, Charles Lang.